Bonjour, bonjour, bienvenue sur Nyon Région Télévision, nouvelle émission où aujourd'hui on se prépare pour le week-end et on se dirige à Fichy, à la cave de la Crozat. Alexandre, je crois que tu as déjà ton verre plein ou pas encore ? Non, pas encore, mais écoute, je suis bien arrivé dans les vignes, ça c'est sûr. Et puis donc au domaine à la cave de la Crozat qui est juste derrière moi, qu'on ira visiter ensemble tout à l'heure. Ouais, on saura si les védanges se préparent ou pas encore. En tout cas, une chose est sûre, les caves ouvertes, c'est ce week-end. Sur notre plateau, notre invitée d'honneur, Marie-Claire Mermoux, bonjour. Bonjour. Après 10 ans consacrés à la culture auloise, vous avez décidé de donner votre démission pour le 31 décembre. On parlera de la nouvelle saison, ultime et dernière que vous signez, cette 11e saison. Et puis en fin d'émission, on passera le puck à Daniel Blas, président du HC Nyon, à la recherche notamment de nouvelles recrues. Mais ça, c'est pour plus tard. Marie-Claire Mermoux, 11e et dernière saison que vous signez, je le disais. Est-ce que vous vous êtes permis des folies ? Non, pas vraiment des folies. Par contre, je me suis surtout permise de donner des cartes blanches et d'inviter des artistes qui ont fait un peu l'histoire de ces 10 dernières saisons, de partager avec eux ce dernier temps, et puis de privilégier la création romande, comme je l'ai souvent fait, mais là de manière exclusive, on va dire. Ouais, c'est vrai que c'est plusieurs têtes qu'on a l'habitude de voir, ou qu'en tout cas on a vu au Casino Tador, de Roll, on peut citer Martine Corbat, Thierry Romanence, le Quatuor Bocal, ou encore les petits chanteurs à la gueule de bois. Est-ce que c'était, j'imagine pour vous, une façon de leur rendre hommage ? Oui, bien sûr, parce qu'ils ont été fidèles, ils ont été précieux. C'est eux qui ont permis à ce théâtre d'acquérir la renommée et puis le rayonnement qu'il a aujourd'hui. Donc évidemment, quand on termine, on a envie de remercier. Et le meilleur moyen de remercier des artistes, c'est de leur donner accès au plateau. Ouais, leur rendre cette scène à laquelle ils n'ont pas pu forcément accéder lorsqu'ils le voulaient. Petit point commun, en tout cas, en regardant cette programmation, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a toute une notion du langage ou du mot parlé ou pas, du mutisme, plusieurs spectacles aussi qui se font dans le silence. Pourquoi vous avez été sensible à cette question de la parole ? C'était voulu ou pas ? C'est pas un fil conducteur, c'est un hasard des spectacles. Si vous parlez du spectacle Jojo, c'est un spectacle qui devait avoir lieu dans la saison 19-20. Donc c'est pas vraiment que j'ai choisi de le mettre pour avoir un fil rouge, c'est qu'il fallait qu'on trouve une date pour le reporter. Et comme c'est un spectacle pour lequel j'ai vraiment eu un gros coup de cœur émotionnel, je me suis dit on va le mettre dans cette saison-là, puisque la saison précédente était un peu brinque-ballée elle aussi. Mais c'est un magnifique spectacle, alors on y parle quand même. Elle, le personnage d'elle, parle, et son frère n'a plus la parole, est en fauteuil roulant, et elle lui raconte sa vie, elle lui décrit sa vie, elle lui fait voir le monde à travers son prisme, en enjolivant lorsqu'elle estime que les choses sont un peu trop dures, et surtout en lui donnant l'opportunité de partager son vécu. Ouais, aussi des spectacles où, par exemple, on revisite des conférences de presse ou pas. Mais est-ce que ça dit quelque chose de notre société aujourd'hui ? Finalement, prendre la parole, aujourd'hui, ça devient assez théâtralisé. Je l'avais pas vu comme ça, mais peut-être, oui, effectivement. Là, typiquement, le premier spectacle de la saison, c'est comme une émission de radio en direct, sur scène, qui va être très ludique, je tiens à préciser, très drôle même, puisqu'on va parler de pop italienne, de la Renaissance à nos jours. Donc c'est un espèce de faux professeur expert de la pop italienne qui vient faire des parallèles avec l'histoire de la musique de Vivaldi à nos jours. Ça va être très drôle, ça va être très ludique. Il y aura évidemment de la pop italienne. C'est porté par des artistes qui sont tous d'origine italienne, donc qui ont ça dans leur trip. Et je pense qu'on va beaucoup rigoler. Autre chose, on a entendu la semaine dernière, on a appris la naissance d'un projet participatif régional nommé Côte à Côte. Je crois que c'est un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Pourquoi ? Cette période de pandémie, elle nous a permis à nous, programmateurs, directrices et directeurs, d'échanger, de réfléchir ensemble, de se soutenir, parce que même si on était moins en danger que les artistes, c'était quand même une période où il fallait beaucoup communiquer entre nous pour essayer d'être sur des lignes communes. Et surtout, ce qu'on s'est dit avec mes collègues de la région, c'est-à-dire Karine Grasset et Sandrine Faure, qu'est-ce qu'on peut faire ? De l'usine à gaz et du service culturel de Gland. Exactement. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour donner envie aux gens de notre région de redécouvrir ou découvrir les théâtres de la région. Et comme il y a ces projets de transformation qui sont financés par la Confédération et le canton, eh bien on a déposé, ça s'est fait très vite, en fait, on a brainstormé pendant 2h30
Le projet est né, mais de manière très spontanée. On l'a déposé et puis on a obtenu les fonds pour monter ce projet. Et l'idée, elle est très simple. C'est une carte qui permet l'accès aux 3 salles. Elle offre une réduction de 5 francs pour chaque spectacle. On a choisi chacune 4 spectacles de notre programmation. Et autour de ces spectacles, il y a des activités de médiation, des rencontres, des ateliers. C'est permettre en fait au public de vivre l'expérience au-delà de simplement celle d'être spectateur. C'est de faire d'eux une communauté, qu'ils se retrouvent dans nos théâtres, puisqu'ils auront un endroit dédié dans chaque foyer où ils se retrouveront, une médiatrice qui va les entourer, qui va les accompagner, et puis surtout de faire d'eux des prescripteurs de nos lieux. Mais cette médiatrice, à quoi elle sert? Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on doit éduquer les gens encore plus à aller au théâtre? Elle aura ce rôle-là? Il y a ce rôle-là, mais on n'a pas une volonté d'éducation, on a une volonté vraiment de... C'est autant un projet culturel que social. Que ce soit nous, les théâtres, que le public, on a manqué de contacts sociaux. Certains ont peur de revenir dans les lieux publics, dont les théâtres, parce que, voilà, on ne sait jamais dans quelles conditions on va être accueilli, est-ce qu'on prend des risques. Donc, c'était de les rassurer, de les entourer et de leur donner des clés de lecture différentes, leur donner accès aussi à ce qui se passe derrière la scène, donc à côté, vivre l'expérience plus loin que celle de spectateur. Et donc, cette médiatrice, elle va avoir un rôle social, réunir, rassembler, accompagner, mais aussi proposer des activités. Ouais, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, une institution culturelle toute seule, elle a encore plus de mal à se débrouiller toute seule et à vivre, qu'aujourd'hui, il faille se mettre à plusieurs? On ne peut pas répondre à cette question encore maintenant. On sent quand même, parce que là, on a fait une série de spectacles sur le mois d'août, que le geste d'acheter son billet pour aller au théâtre n'est pas si simple que ça. Si ce certificat Covid est mis en place, il sera encore plus compliqué pour une partie du public qui n'est pas vacciné. On sent qu'on doit tendre la main aux spectateurs, on doit faire des gestes qui leur permettent de comprendre qu'on a à cœur de les accueillir, de bien les accueillir, et ce projet y participe. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, en tant que directrice du théâtre, vous vous sentez dans un rôle qui n'est peut-être finalement pas forcément le vôtre, Marie-Claire Mermouk. Aujourd'hui, vous devez accepter des gens ou pas et... Clairement, on est passé de ceux qui ouvraient les portes au plus grand nombre, faisaient tout pour accueillir tout le monde avec des prix accessibles, avec un foyer qui est vraiment dédié au public, avec vraiment une volonté d'être accessible à toutes les bourses, toutes les couches sociales, faire des programmes de médiation pour des personnes empêchées. Puis là, maintenant, on nous rajoute une couche de complications, c'est-à-dire trier les gens, réduire les jauges, imposer des masques. C'est normal parce qu'on est dans une période particulière, mais c'est clair que si on doit mettre ce certificat Covid, de commencer à contrôler et de dire à des gens « non, vous ne pouvez pas rentrer », c'est l'inverse de notre mission et c'est pas ce qui nous réjouit. On va être très clair là-dessus, clairement. Si on a choisi aujourd'hui de vous inviter, Marie-Claire Mermouk, c'est certes parce qu'il y avait une actualité, mais c'est aussi puisque la deuxième partie, en tout cas de votre carrière, de votre vie, vous allez la consacrer au vin. On se dirige au domaine de la Crozat, mais on va laisser un peu de suspense, savoir qu'est-ce que vous allez faire après, mais en tout cas, le vin, déjà, ça vous parle. Plutôt blanc ou rouge? Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Notre capitaine à nous, c'est Alexandre qui est sur place avec son téléphone. Alors, tu peux nous faire rêver, Alexandre. Blanc ou rouge, tout nous convient au plateau. Oui, absolument. Pas mal de choses ici. Et puis, je ne suis pas seule. Je vous présente Laurie Bétan, qui est donc la fille du vigneron Alain Bétan et qui travaille ici à la cave de la Crozat à Féchy. Bonjour, Laurie. Bonjour. Merci déjà, Laurie, d'être avec nous. Alors, on voit déjà quelques-unes de vos vignes derrière nous. Mais dites-nous, ça s'étend jusqu'où, les vignes de la cave de la Crozat? Et puis, il y a combien d'hectares à peu près de vignes? Alors, on a 24 hectares de vignes et ça s'étend sur toute l'appellation Féchy. De Aubonne, grosso modo, jusqu'à l'entrée de Montsurel, plus ou moins. Alors, on va se diriger, on va marcher ensemble et puis on va discuter pendant qu'on va direction cette cave de la Crozat. Donc, les caves ouvertes, c'est pour ce week-end. Et les vendanges, c'est pour mi-septembre? Non, c'est pour plus ou moins début octobre. On a un peu de retard par rapport à l'année passée, mais c'est somme toute une année à peu près normale. C'est lié aux intempéries de cet été, ce retard ou pas? Oui, parce qu'il faut du soleil et de la chaleur pour la maturation du raisin. Donc évidemment qu'avec l'été un peu pourri qu'on a eu, ça n'a pas trop mûri. Ça veut dire 2021, pas très bon cru. Ça veut rien dire. C'est pas encore septembre peut être super beau et super chaud et puis la qualité sera certainement au rendez-vous. Par contre, ce que ça veut dire, c'était des complications du coup pour les vignerons. Oui, alors des complications parce qu'évidemment que quand il pleut et que c'est ce genre de météo, on a un peu plus de maladies, mais sinon
voilà, quoi, on fait avec, on n'a pas le choix, de toute façon. Ouais. Et puis en ce moment, du coup, vous en êtes où? Donc vous préparez les vendanges. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quel est votre travail de tous les jours? Alors à la vigne, eh bien, on cisaille encore un peu les vignes, on fauche l'herbe, et après on va laisser mûrir gentiment le raisin. Et à la cave, on prépare les cuves, on fait le nettoyage, et après on met en bouteille encore pour avoir des cuves un peu vides pour la réception du raisin. Et puis voilà, après on n'a plus qu'à attendre octobre. Ouais. Enfin, plus qu'à. Il n'y a plus qu'à faire pas mal de choses encore. Donc effectivement, c'est vraiment la grosse période chargée quand on travaille dans une cave et qu'on est caviste comme vous, vigneron comme votre papa. Oui, alors la grosse période, c'est les vendanges. L'avant-vendange, ça va, c'est de la préparation. Vendange et après-vendange dans la cave, ouais, c'est là où il y a quand même plus de travail. Mais l'été, à la vigne, il y a beaucoup de travail. On pourra déguster donc tout type de vin. Il y a du blanc, il y a du rouge. Quels sont les cépages ici à Féchy? Alors, on a principalement du chasselas. C'est le cépage type ici. Mais après, on a du chardonnay, du muscat, du gewürz. Et puis dans les rouges, on a du gamaret, gara noir, et pinot noir et gamay. Voilà, donc on pourra déguster tout ça aux caves ouvertes. Et puis, on ira visiter la cave juste après. Je te propose, Andrea, qu'on revienne ensemble et puis que je te fasse visiter cette cave de la Crozat, qui est un petit peu spéciale et plutôt artistique. Je t'en dis pas plus. Ouais, il paraît, ouais. Quelque chose, mon petit doigt me dit qu'elle est magnifique, artistique. Eh bien, on verra si tu sauras nous convaincre ou pas. Tout à l'heure, Alexandre. Marie-Claire Mermoux, après avoir passé toutes ces années à la tête du Casino Théâtre de Rolles, vous avez fait le choix de partir dans le sud de la France, dans un vignoble. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? On passe de l'un à l'autre par les hasards de la vie, par les hasards d'un couple aussi, qui se retrouve à avoir une résidence secondaire dans la région et qui se dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble comme projet ? Comme tous les deux, on aime le vin. Comme moi, je viens de la terre, je suis une fille d'agriculteur. Et à un moment donné, l'envie de retourner à la terre s'est manifestée. Mais je vous rassure, c'est pas moi qui vais faire le vin parce que c'est un métier. Donc nous avons dans notre équipe 2 vignerons œnologues. Et on n'a pas que du raisin, on a aussi des oliviers, des yuzu. On travaille avec Niels Rodin de Boré sur les yuzu. Vous êtes une femme de poigne, Marie-Claire Mermoux. Moi, j'ai un peu de mal à croire que finalement, vous n'allez pas ajouter votre petit grain de sel dans toutes ces recettes. Est-ce qu'il y a peut-être comme ça quelque chose qui vous fait rêver dans ces vignes ? Dans ces vignes, déjà, il y a un paysage magnifique. Oui. C'est au plein cœur d'un parc naturel régional du Luberon. Donc, il y a une atmosphère, il y a une vibration qui, moi, m'a toujours touchée. C'est une région dans laquelle je vais depuis plus de 20 ans. Et puis, c'est une région qui est un peu pauvre culturellement parce que, comme la France est très centralisée, l'idée, c'est aussi d'y amener de la culture, des concerts, des spectacles, des lectures, des balades, des contes. Enfin, voilà, dès 2022, je vais déployer un petit programme culturel sur ce domaine. Est-ce qu'on pourrait y voir du coup des artistes romans ? Fatalement qu'on va en voir. Je peux pas dire au revoir à tout le monde comme ça, mais il faut pas que j'oublie qu'autant ici, j'étais soucieuse de faire travailler les romans, que là-bas, je vais faire travailler aussi les artistes de la région. Mais évidemment qu'il y en aura. Ouais. Évidemment. Ouais, justement, parce qu'on sait que ça vous tient à cœur. Vous aviez toujours cette volonté de mettre en avant le cru local. Mais à quoi ça sert peut-être d'avoir une institution culturelle qui se déporte dans un endroit où, a priori, elle n'a rien à faire ? Vous parlez du casino-théâtre ? Non, je ne vais pas exporter. De la culture, que la culture se déporte finalement dans un vignoble. Qu'est-ce que ça peut apporter ces deux ? Mais moi, je trouve qu'elle a complètement à faire parce que la culture de la terre et la culture de l'âme vont totalement ensemble. On parle d'émotion, on parle de partage. On est vraiment sur les mêmes schémas et je pense que ça fonctionne très très bien ensemble, au contraire. Ouais. Est-ce que c'est une manière aussi de casser, aujourd'hui, notre manière d'aller assister à un spectacle ? C'est vrai qu'au Casino Théâtre de Rolles, on peut le dire, les verres de vin à l'intérieur, c'était interdit. Est-ce que ça, il faut aussi aujourd'hui changer cette manière d'aller au théâtre ? Je ne pense pas qu'il faut la changer, je pense qu'on y reviendra. J'ai foi en le fait que le geste d'aller au théâtre va se retrouver et puis il faut continuer à aller au théâtre parce qu'on y éprouve des sensations comme dans une salle de cinéma où on est tous ensemble dans le noir à vivre ce moment. C'est là où on libère, où on est prêt à recevoir. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt à recevoir à l'extérieur, mais c'est une autre expérience. Et oui, pour moi, la culture, elle peut se vivre
un peu partout et on l'a vu, les artistes ont été très résilients pendant cette période Covid, ils ont imaginé plein de projets, même dans les vignobles de Suisse romande, hein. Et pour moi, ça fait éminemment du sens de lier la terre à l'émotion d'un spectacle ou d'un concert ou d'un conte ou de quoi que ce soit. Ouais, est-ce qu'on vous reverra dans la région ? Ben oui, fatalement. Je vais pas partir, je vais pas y vivre toute l'année, je vais faire des allers-retours. J'ai quand même 2 filles qui restent ici, donc j'ai un peu envie de les voir aussi. Donc Rolf, finalement, cette période du Léman, vous y restez attaché ? Ah, c'est clair, j'y ai vécu 23 ans. Ce théâtre, eh bien, c'est un peu mon bébé, et donc j'en suis fière et j'ai envie qu'il continue à grandir. Et bien sûr que je vais y revenir. Oui, ouais. Oui. L'avenir du théâtre, parlons-en, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. Hein. Votre bras droit, Yannick Joly, quittera aussi ses fonctions en 2022. D'ailleurs, on peut lui rendre ici un hommage parce que c'est vrai qu'il a toujours été l'homme parfait à vos côtés. Qu'est-ce qui sera fait de la suite ? On sait que 2 femmes reprendront la direction et la programmation. Est-ce que ça va changer aussi, j'imagine, la dynamique du théâtre, mais le fait qu'elle soit reprise entièrement par des femmes, non seulement, mais à 2, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, je vous dis rendez-vous dans une année pour dire ce que ça change. Non, je pense qu'elles ont... Enfin, le dossier, le projet qu'elles ont, il est dans une continuité. Certes, elles vont avoir leur signature. Ce sera probablement d'autres compagnies, d'autres artistes. Mais ça, c'est très sain. Parce qu'après 10 ans dans une structure, enfin, ça fera 11, je pense qu'il est sain qu'il y ait un renouvellement des artistes, des compagnies. Mais pourquoi leur dossier, finalement, a convaincu ? Je pense qu'il a convaincu parce qu'il était déjà très cohérent. Il gardait cette notion de pluridisciplinarité. Je ne veux pas parler en leur nom, hein, mais et puis elles ont ce côté, elles ont une forme d'humilité et d'une grande écoute. Donc je pense qu'elles vont être à même de sentir le public, de sentir la réalité d'une petite ville comme Rolle, de s'y adapter tout en y mettant leurs pattes, parce qu'il ne faut pas non plus tout lâcher en se disant on va faire que ce que le public attend. Il faut encourager le public à découvrir d'autres choses. Et moi, je suis très sereine sur l'avenir de ce théâtre. Voilà, elles seront les 2 à la codirection. Elles ont engagé une nouvelle personne qui s'occupera de l'administration, qui va nous rejoindre dès le mois de décembre. Et puis surtout, on a cette période de passation qui va démarrer mercredi jusqu'au 31 décembre, pour que justement les choses se fassent dans la douceur, qu'elles puissent récupérer un outil dont elles ont les clés, toutes les clés. Voilà, c'est ma manière à moi d'avoir préparé la transition et de me dire il faut leur permettre d'être efficaces dès qu'elles sont toutes seules. Et je suis très confiante, très confiante. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Casino Théâtre de Rolle a un autre rayonnement, que le nombre de spectacles a aussi évolué. Il y a les midi-théâtres qui se sont installés aussi. Mais est-ce que vous sentiez que vous arriviez aussi à terme peut-être d'une possibilité de faire bouger, faire avancer les choses, parce que finalement, le théâtre devient incarné Marie-Claire Mermoz ? Alors, je ne me suis jamais posé la question si le théâtre était incarné Marie-Claire Mermoz, et j'espère pas, parce que ça voudrait dire que ce n'était pas le but, en tout cas. Non, j'avais toujours dit que je ferais 10 ans. Je trouve sain qu'après 10 ans, une direction d'un théâtre se renouvelle, pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant. Et je pars pas du tout en étant fatiguée, en ayant marre. J'aurais pu encore développer plein de projets. La preuve, on a fait ce mini-festival, on n'avait jamais fait ça. On fait le projet côte à côte. Enfin, je crois que chaque saison, j'ai amené quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau souffle. Maintenant, il est sain de partir avant qu'on en ait marre. Et j'en ai pas marre. Donc je pars en ayant encore envie. Je pense que c'est... Enfin, me concernant, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Se faire plaisir, en tout cas, vous en aurez aussi l'occasion à la Vigne, puisque on y retourne surtout à présent. Alexandre, cette cave, à quoi est-ce qu'elle ressemble ? Ah, voilà, la bouche pleine, du blanc. Pardon, donc. Andrea. Oui, alors écoute, cette cave, eh bien, figure-toi que je viens de la visiter avec Laurie qui est derrière moi. Le problème, en fait, c'est qu'il n'y a absolument pas de réseau. Donc, du coup, eh bien, on a dû enregistrer les images. Eh bien, il y a 5 minutes. Du coup, eh ben, je te propose de regarder ces images tout de suite. Voilà, on est devant la cave de la Crozat et puis on va visiter la cave avec Laurie. Laurie, vous nous faites visiter ? Mais avec plaisir. C'est parti. Alors ici, c'est le local de vente et de dégustation. Après, venez plus loin dans la cave. Alors là, on voit des statues derrière nous. Qu'est-ce que c'est ces statues, Laurie ? Alors, il y en a un, c'est mon arrière-grand-père. C'est un copain de mon grand-père qui fait des statues, Paul Monet, qui faisait des statues.
Et puis vous verrez tout au long de la visite de cave, il y a des statues, des sculptures, des peintures. Des peintures, ouais. C'est tout le même. Et là, c'est votre grand-mère? Non, pas du tout. Elle voulait pas être sculptée. D'accord. Donc c'est une femme habillée avec le costume d'époque, mais... Le costume vaudois traditionnel, mais c'est quelqu'un totalement qui ne représente personne. D'accord. Et puis donc là, où est-ce qu'on se trouve exactement, Laurie? Du coup, là, on se trouve dans les cuves. Les premières cuves qui ont été construites, il y en avait 5. C'est parce qu'il y avait 5 frères à la base de l'entreprise. Et puis, plus ils sont agrandis, plus ils ont dû grandir les cuves. Donc, du coup, ils ont enlevé une cuve, ils ont mis des escaliers, et puis après, ils ont creusé sous terre pour faire d'autres caves. Alors, on vous suit dans les escaliers. Oui, venez. Alors là, voilà. Alors ça sentait un petit peu la peinture derrière moi. Oui. Et on voit d'ailleurs de la peinture. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe ici. Tous les 10-15 ans, plus ou moins, on refait l'intérieur, l'obrite des cuves. Parce qu'évidemment qu'avec le temps, il y a un peu des éclats ou quelque chose comme ça. Donc du coup, on a une maison spécialisée qui vient refaire la peinture des cuves, en fait, pour qu'elles soient toutes nickel pour les vendanges. D'accord. Et puis alors, on vous suit pour... La suite, ça se passe par là, c'est ça? Ça se passe par là, oui. Ah bah les voilà. Les voilà, les peintures, les fresques qu'on voit derrière moi. Alors expliquez-nous un petit peu peut-être l'histoire de ces peintures. Alors l'histoire, c'est que Paul Monet, le peintre et sculpteur, aimait pas tellement les murs blancs, donc du coup on en a un peu partout dans la maison, et comme c'était un grand copain à mon grand-père, il nous en a fait un peu partout, quoi. On va dire. Il y en a même au plafond. Ouais, effectivement, ouais. Donc là on voit une bouteille avec des ailes. C'est un oiseau-bouteille qui va au nid-bouteille, qui est juste là-bas. Ah, magnifique. Et là, derrière moi, Laurie. Et derrière vous, c'est la cave à ma grand-mère. Parce que mon grand-père disait toujours ma cave, ma cave, ma cave. Et du coup, Paul a décrété qu'elle avait aussi le droit à sa cave, donc il lui a fait son trompe-l'œil cave pour elle, pour son anniversaire. Magnifique. Eh ben, on passe à la suite. Mais oui. Alors, il faut ressortir d'ici. Ouais. Et passer du coup par le chantier peinture, comme vous voyez. Oui. Et donc là, il y en a pour combien de temps de peinture ici? 2-3 jours, je pense. 2-3 jours. Ouais. Ça dépend de la vitesse du peintre. Ah bah alors on tombe en plein pendant ces rénovations. D'accord. Et puis là, alors à nouveau des fresques qu'il y a ici dans ce couloir, des peintures magnifiques. Voilà, que vous pouvez voir du coup derrière moi. Oui. Et là, pour ceux qui connaissent, c'est un clin d'œil à Saint-Pré. Laissons dire, et buvons bien. Et buvons bien. Parce que sur l'horloge à Saint-Pré, c'est marqué laissons dire et faisons bien. Et ma maman vient de Saint-Pré, donc un petit clin d'œil pour elle. Là, c'est le local de stockage. Donc nous, on a une petite particularité, c'est qu'on recycle toutes nos bouteilles. Donc du coup, on met en bouteille un peu tout au long de l'année. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez une pile de bouteilles vides et un petit peu de bouteilles pleines. Parce qu'on met en bouteille toutes les 2 semaines. Là, on va remettre en bouteille mercredi. On attend que les gens aient ramené les bouteilles vides pour pouvoir les remplir. D'accord. Et donc du coup, il faut s'adapter un petit peu en fait à ce mode de production écolo. Un peu, ouais, mais disons que ça fait quand même depuis 120 ans qu'on fait comme ça, à peu près. Donc du coup, c'est vraiment une tradition de famille en fait. Oui, c'est depuis le ce recyclage. depuis le début, ils ont commencé comme ça, à l'entre-deux-guerres. Et puis, on s'est jamais arrêté. On avait l'air un peu bête il y a 15-20 ans, parce que c'était beaucoup plus simple de jeter des bouteilles et puis racheter des nouvelles. Ouais. Et maintenant, on est au top de la pointe de la technologie, quoi. Alors Voilà. en fait, on a toujours fait comme ça. Et puis donc, c'est 350 000 bouteilles qui sont mises en bouteille du coup, Oui. ici à la cave de la Crozat, qui sont mises en bouteille donc derrière moi. Derrière ici, venez, je vous montre.
Ça, c'est la chaîne de production, la mise en bouteille. Ouais. Donc, du coup, comme on recycle les bouteilles, évidemment, il faut qu'on les lave parce que c'est mieux quand c'est propre. Donc, à l'étage du haut, on a une machine qui lave les bouteilles. Et après, les bouteilles, elles descendent toutes seules sur le petit tapis, là. Ouais. Elles descendent là. D'accord. Et après, c'est rempli, vissé ou bouchonné, à choix. On fait encore du bouchon un petit peu. Après, c'est étiqueté. Par ici. Après, les bouteilles, elles passent là derrière. Ici, elles sont prises, elles sont mises dans les cartons, parce que ici, il y a des cartons, donc ça, c'est mis dedans. Le carton, il est poussé, il est scotché dessus-dessous, et après, il roule jusque derrière vous. Et puis après, il n'y a plus qu'à le prendre et à le mettre sur une palette. Et il n'y a plus qu'à le boire. Ah ben voilà, il n'y a plus qu'à le boire, du coup, vous aurez compris. Et puis, donc pour les dégustations, eh bien Andrea, j'espère que tu te réjouis de venir visiter cette cave de la Crozat. Merci Laurie. Mais de rien. Enfin, on a envie de le dire, les entraînements repris pour l'équipe du HC Nyon qui peut enfin retrouver la glace après une saison sans toucher le puck. Daniel Blas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on a envie de dire enfin, mais surtout, youpi. Ah oui, c'est un énorme youpi. Ça fait 1 an qu'on était, on nous avait empêché. Non, on n'a pas pu aller sur la glace. Donc, un vrai immense plaisir de retrouver la glace, de retrouver le vestiaire, les joueurs. C'est fantastique. Donc, depuis une semaine, on a repris les entraînements, en tout cas avec la première équipe. C'est un énorme plaisir. Ouais, vous me disiez justement en regardant cette petite visite de la cave que vous prépariez, vous aussi, votre millésime. On peut faire un parallèle, oui. Ça fait quelques temps que tous ces petits raisins maturent dans leur coin, certains plus ou moins bien, donc il y en a qui sont plus ou moins en état de bonne forme. Donc là, on rentre à la cave, on est en train de préparer notre millésime de cette nouvelle saison. Donc on essaye d'accueillir de nouveaux joueurs. Donc ça, je fais un appel, j'en profite. On cherche des nouveaux joueurs encore pour cette équipe, pour renforcer l'effectif et aussi notamment un gardien. Un gardien, très important. Nos bons gardiens a trouvé un autre travail du côté de la Suisse allemande. Il va nous quitter dans 2 mois. Donc on a besoin d'un nouveau gardien dans notre effectif. Ça, c'est vraiment important. Le fait que les joueurs n'aient pas pu être un petit peu préparés à cette saison, est-ce que ça se ressent ou dans quel état d'esprit sportif, mental est l'équipe aujourd'hui ? Pour l'instant, j'avoue que l'enthousiasme et le plaisir de se retrouver prime vraiment. Donc les entraînements sont assez durs pour certains. Vous en voyez certains qui finissent l'entraînement un petit peu blanc. Donc il y en a qui sont préparés plus ou moins bien, mais il y a beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir. Donc on va voir en septembre, on essaye de trouver un équilibre, de ne pas y aller trop fort pour éviter les blessures, parce que c'est vrai qu'on a tous fait du sport à côté, mais patiner sur une glace, c'est quelque chose de complètement différent. Donc on y va tranquillement. L'enthousiasme, le plaisir est là. Donc on va y aller step by step pour être prêt en début d'octobre pour attaquer le championnat. Ouais, Marie-Claire Mermoux, c'est vrai qu'on peut faire un petit parallèle entre le sport et la culture, chose qui n'existe pas réellement, mais on a tous fait du sport, c'est vrai. Est-ce que vous avez senti peut-être que chez les artistes, il y avait un regain sportif où il fallait encore plus être au taquet et ça passait aussi par du sport ? Ah oui, mais beaucoup font du sport. Beaucoup font aussi du yoga et des pratiques sur la concentration, la respiration, la souplesse, le gainage. Oui, il faut être en forme pour être sur scène. Pour tenir 1h30 de spectacle, c'est mieux. Ouais. Et certains joueurs font du théâtre par contre aussi, voilà. Sur la glace. Ah, vous en avez ? Oui, non, il y en a certains qui simulent un peu. Ça, c'est autre chose. Bon, on ne dira pas des noms. En tout cas, il y a aussi une partie artistique, c'est le patinage. Là, voilà, les inscriptions sont ouvertes tant pour le hockey que le patinage. Elles ouvrent dans une semaine. Oui, on a eu le Festival des Sports hier, donc on a accueilli beaucoup de monde. On est en train de préparer les dernières petites choses pour ouvrir notre site aux inscriptions. Donc dans une semaine, ça ouvre. On n'a pas le même succès que Paléo, mais presque. En 2 semaines, les places partent. Donc c'est un vrai succès. Et dans le cadre de l'école de patinage, on recherche des monitrices. On doit renforcer notre équipe pour cette année, donc on recherche vraiment des monitrices pour venir travailler avec nous et s'occuper des jeunes enfants. On en a pratiquement 80 le dimanche matin, donc un appel sincère et vraiment important pour retrouver des jeunes filles qui voudraient nous aider. Et là, vous me disiez aussi que ça prend, que d'ailleurs au Festival des Sports, ça permet aussi des rencontres et aujourd'hui de trouver vos perles rares. Exactement. Hier, on était au Festival des Sports et justement ce matin, j'ai recontacté une personne qui est venue nous voir et elle va renforcer cette équipe de monitrices. Donc, je la salue. Je donne pas encore de nom. Donc, elle va venir avec nous. Le contrat n'est pas signé. Non, le contrat n'est pas signé. Les conditions sont excellentes au HC Nyon. On est très sympa. Un mot aussi sur la compétition qui reprend. Là, la saison, vous étiez en 3e ligue, si je ne dis pas de bêtises. C'est juste. Donc, vous restez en 3e ligue. C'est une bonne chose. Ça nous convient parfaitement. Ouais. Conditions par rapport à la glace. Je vous rappelle qu'on n'a
pas de patinoire à nous. On est un club orphelin, hormis la petite patinoire éphémère à Nyon. Donc on joue à Morges, chez nos amis de Morges, et à la Vaudoise Arena qui nous accueillent. Mais on espère bien avoir cette fameuse patinoire dans la région bientôt. Ouais. J'imagine aussi que vous commencez fort, des gros matchs en perspective, ou comment ça se présente? Honnêtement, chaque année, le championnat, tant qu'on n'a pas joué toutes les équipes, on ne sait pas quelles sont les forces en présence. De toute façon, ça va être intéressant. Non, je ne m'inquiète pas. Et puis, on vous confie tout dans cette émission. C'est vrai que Daniel Blas, vous me disiez que avec Féchy, vous avez un petit lien puisque vous y séchez vos prunes. Je reprends les mots. Je distille. Vous distillez, attention, on va être précis. Distillage de prunes. Marie-Claire, vous qui êtes un peu dans le domaine, on va vous tester. Comment ça se prépare? Quoi donc? Les prunes, distillation de prunes. Est-ce que vous savez? C'est un autre métier parce que le vin. Oui, distiller, je pense qu'on extrait le sucre et le fruit par alambic et chauffage à je ne sais pas quelle température, ça je ne saurais pas dire. C'est pas mal le distillateur, c'est monsieur, je peux donner son nom. C'est ce monsieur Paco de Féchy qui fait un travail admirable et qui sort un nectar incroyable de mes quelques prunes que je récolte dans mon jardin. Et puis Marie-Claire, vous avez même quelques petites recettes parce que Daniel nous avouait que finalement, les prunes, les boire pas tant que ça, mais on peut faire plein de choses délicieuses. Est-ce que ça, justement, chez vous, c'est quelque chose que je crois que vous avez d'ailleurs envie de faire, le gîte, l'accueil aux personnes? Oui, puis on a planté des yuzu, donc on va faire de la liqueur de yuzu. On aura les fruits et puis on va faire des confitures aussi, je pense. On viendra peut-être faire un camp chez vous de préparation. Oui, il faut trouver les terrains, mais je pense qu'il y en a pas loin. On peut faire un camp sportif. L'été et de la course, ça, il y a de quoi faire. Si vous nous fournissez de quoi nous hydrater après les entraînements, on peut faire un deal. On peut trouver un deal, avec plaisir. C'est la troisième mi-temps au hockey qui est importante. C'est là que ça se joue, au fait, Daniel Blas. Disons, c'est là qu'on crée la cohésion d'équipe. C'est important pour les équipes. À notre niveau, c'est vraiment important. La cohésion d'équipe est importante. C'est vrai. Pour revenir aux dates, peut-être, les prochaines dates à nous annoncer, les inscriptions, c'est pour la semaine prochaine. Le 6. Les premiers matchs. Les premiers matchs, début octobre, et surtout la saison de l'école de patinage et de hockey, ça sera début novembre jusqu'à fin février cette année. Oui, ça c'est pour le HC Nyon. Et puis petite salutation aussi au Uni Hockey Club Beugnin, puisque eux aussi retournent sur la glace. Marie-Claire Mermoux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salutations à tout le théâtre, Daniel Blas, salutations à l'équipe. On espère que la saison sera riche. Et puis, à votre avis, que fait Alexandre? Il visite, il déguste, je sais pas. Il déguste sans nous, je pense. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il faut toujours accompagner ça. Pourquoi pas, Alexandre, est-ce qu'on peut te rejoindre? Oui, venez. Je suis toujours avec Laurie. Oui, dégustation, c'est fait. Et puis, je vous rappelle que les caves ouvertes, c'est ce week-end. Donc, effectivement, ce sera ouvert ici pour les dégustations. Merci d'avoir été avec nous. Merci à la cave de la Crozat. Alexandre, je parie que tu vas me ramener une bouteille, c'est ça? Je sais pas. Laurie, est-ce qu'on peut ramener une bouteille après? Bien sûr. Et voilà, tu as la réponse. S'il vous plaît. Daniel qui commande en plateau aussi, tout ça, peut-être à voir sur nos réseaux sociaux, à la maison en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à nous suivre, poser des questions, peut-être des idées d'invités de sujets, on est preneurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et très bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.